Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Littérature, a été réalisée le 15 mai 2021. Le pouvoir d'un poème réside dans l'expression d'une idée, à travers le verbe. C'est le fait de passer à l'action pour donner forme à quelque chose, pour le concrétiser. Un poème est un code qui relie des vibrations appelées mots, lesquels se composent des concepts, d'idées et d'intentions. Celles-ci, une fois combinées, produisent le même effet que celui obtenu en alchimie par la fusion d'éléments chimiques. 3 syllabes telles que hydrogène, oxygène, hydrogène formeront le mot eau. La combinaison de 4 mots tels que carbone, hydrogène, oxygène et azote, rimant avec un 5e, qui est le phosphore. Crée le poème de la vie. Le choix judicieux des mots dans un poème est le résumé de l'existence. C'est pourquoi ils sont si compliqués à comprendre ou fastidieux à lire pour le grand public. Ils exigent de l'intellect, de savoir lire entre les lignes et sont généralement épuisants, alambiqués, avec tant de magie qu'ils deviennent incompréhensibles, inaccessibles. Son objectif est d'être interprété par celui qui voit au-delà des mots, qui perçoit les idées avec son cœur, qui ressent en cohérence avec chaque partie de son être. Un poème est un gribouillage d'absurdité pour un esprit logique. Un poème est beauté pour celui qui voit avec son cœur. Un poème est un sortilège pour ceux qui vivaient dans la structure religieuse. Un poème est une arme pour ceux qui luttent dans une révolution. Un poème est magie pour ceux qui comprenaient l'alchimie. Un poème est connaissance pour le sage. Un poème est information pour l'intellectuel. Un poème est technologie pour celui qui manifeste. Son interprétation est infinie, en fonction de ton regard, en fonction de ta conscience. Parfois, il faut plus de détails, aller en profondeur, mot par mot. Cela nous fait sortir des données et nous plonge dans l'expérience. Autrement dit, il se produit une transformation, comme si l'on disait qu'un poème est l'algèbre qui permet l'existence de l'informatique, mais qu'il faut ensuite développer des ordinateurs capables de la traiter. Sans compter les milliers d'applications, de programmes, de plateformes et de systèmes qui découlent de ces mathématiques de l'information. C'est ainsi que des chiffres simples mais complexes, tels que le 0 et le 1, dans la programmation des systèmes, se transforment en couleurs, en formes, en ce que nous voyons. C'est ainsi que le poème devient une histoire et que l'histoire racontée ou écrite se transforme en littérature. La littérature est-elle le prolongement du poème ? Beaucoup pourraient dire que oui. Parmi les différents arts, la littérature et la poésie constituent un seul et même art. Mais on pourrait considérer qu'elle possède d'autres caractéristiques, au-delà des vers et de la métrique. La littérature est intellectuelle et magnifiquement libre. Dans ce que tu appelles la prose, ce mot est la contraction latine de pro versus, c'est-à-dire qu'il va au-delà du vers, c'est-à-dire qu'il possède un mouvement continu en ligne droite. Le vers poétique repose sur une métrique, comme la musique et les couleurs. Mais dans le vers prosaïque, le verbe s'humanise grâce au recours narratif. Raconter une histoire, raconter quelque chose. C'est exact. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir une métrique établie bien que, comme tu peux l'imaginer, toute narration littéraire possède généralement aussi sa sainte trinité. Laquelle ? Début, nœud et dénouement. Les premiers récits d'histoire se déroulaient autour d'un feu de camp,
où les plus âgés racontaient leur expérience aux jeunes, qui attendaient attentivement de pouvoir écouter les exploits de leur aîné afin de pouvoir suivre leurs traces. Chaque récit était un conte propice à l'apprentissage, une sorte d'école de la vie. Toute histoire commençait par une description de la situation, d'un contexte qui conduisait à la découverte d'un conflit, d'un nœud, où les lignes du récit se complexifiaient et maintenaient l'auditeur en haleine, attentif au fil narratif. On pouvait solliciter l'interaction de l'auditeur par des questions ou des exclamations qui enrichissaient l'histoire en ouvrant des chemins parallèles. On pouvait même recourir à des flashbacks, scènes rétrospectives, ou à des flash-forward, scènes anticipées. Cette liberté qu'offre la littérature enrichit les histoires pour donner plus de force au dénouement du problème à la résolution. Normalement, la fin d'une histoire visait à mettre en avant l'outil éducatif, ce que l'on appelle la morale, une sorte de leçon qui explique les avantages et les inconvénients de nos actions. Tout le monde peut raconter des histoires, car chacun dispose d'une plus grande liberté. Même si tout le monde ne sait pas les raconter. La seule règle d'une histoire est de suivre sa sainte trinité, tout en conservant un ton captivant, où tous les quelques paragraphes ou phrases, il se passe quelque chose qui pousse le lecteur ou l'auditeur à vouloir en savoir plus. L'effet de surprise fait que le spectateur vit les émotions dans son corps, comme s'il s'agissait de sa propre expérience. C'est pour cela que tu as dit tout à l'heure que la littérature nous fait passer des données à l'expérience. Car alors que le poème concentre l'attention intellectuelle sur des concepts, la littérature nous fait vivre chaque détail. Ce n'est pas la même chose de dire chaleureuse de couleurs sublime dans ses amours, que de dire le jardin se trouvait dans un état printanier naissant, où tant les arbres que les arbustes resplendissaient de nouvelles pousses, tandis que ces plantes charnues laissaient timidement apparaître les bourgeons de leurs fleurs dans le doux murmure d'une brise. Les cerisiers rugissaient de tons rosés chaleureux, attirant des centaines d'arthropodes épris de leurs couleurs, abeilles, papillons, araignées, coccinelles et fourmis, qui caressaient leurs bourgeons avec la tendresse d'un amant séducteur, pollinisant le jardin, l'habillant de printemps. C'est le détail qui fait la différence. La magie de la poésie fait que la phrase initiale peut être interprétée de multiples façons. Je peux tout aussi bien parler d'un cerisier que d'une femme, d'une machine, d'une voiture, de la terre ou d'une robe. La simplicité d'un code encadre une infinité de possibilités selon l'univers intérieur de son lecteur ou de son auditeur. Cependant, la prose littéraire se permet de décrire exactement ce qu'elle veut transmettre, dans le but d'amener le spectateur à vivre comme sienne l'expérience de l'orateur ou de l'écrivain. Mais ce n'est pas n'importe quelle écriture, car ce n'est pas facile non plus. La littérature est le produit ou l'acte de ce qui est inscrit, marqué, gravé dans la pierre ou sur le papier du grec diphtéra. Sa plus grande qualité est ce qui la distingue des autres types de textes ou de discours, c'est sa valeur esthétique et intellectuelle. Les mots doivent être descriptifs et aidant le lecteur non seulement à se sentir partie prenante du récit, mais aussi à ressentir les émotions qui naissent lorsqu'on en fait partie. La littérature parvient à transporter celui qui reçoit l'histoire dans un monde fictif où il se retrouve inévitablement transformé en narrateur ou en protagoniste de celle-ci. Il s'identifie aux environnements, aux conflits et établit un parallèle avec sa propre vie dans laquelle il se comprend comme un acteur indispensable. Comme les protagonistes n'ont pas de visage, on peut se glisser dans le rôle qui nous plaît. Et vivre l'histoire et même, j'imagine, la transposer dans la réalité, dans l'action. Et c'est là où je voulais en venir. Transposer la littérature en action, c'est ce que tu appelles le jeu d'acteur. Les histoires qui mobilisent les gens doivent précisément être mises en mouvement. Et les individus cherchent à voir leur idée en action, les transformant en une manifestation d'essence, transcendant l'aspect oral et écrit pour aller vers
l'interprétation physique et émotionnelle du texte. Le théâtre. Comme je te l'ai dit un jour, théâtre signifie lieu de vision, où l'on va observer. Du grec théa, vision, et trône, lieu espace. Le théâtre n'est pas seulement apparu comme une mise en scène de la littérature par ceux qui avaient besoin de faire l'expérience de l'écrit ou du récit, mais il est aussi né en réponse à l'analphabétisme populaire. Ceux qui ne savaient pas lire ne devaient pas pour autant être privés de savoir. Ainsi, le théâtre était le lieu où les gens venaient librement voir et écouter ce qui était écrit et qu'ils ne savaient pas lire. Oh, donc, le théâtre est une partie nécessaire de la littérature. Nous avons tous des histoires à raconter. Nous avons tous un début, un nœud et un dénouement dans nos vies, car la vie est une histoire de début, de nœud et de dénouement constant. En nous jouant tous, nous mettons tous en action ces expériences et leurs intentions de dénouement. Nous portons tous des masques pour jouer dans des circonstances et des contextes spécifiques. Nous sommes tous observés par quelqu'un qui nous admire. Nous interagissons tous dans des conflits que nous devons résoudre et nous empruntons des chemins qui inspirent une deuxième partie de notre histoire. Autrement dit, nos personnalités sont la qualité et les défauts du protagoniste que nous sommes, qui vit un récit, qui semble banal vu de l'inconscience, mais qui peut devenir de la littérature vue de la conscience. Parce que nos propres expériences peuvent être utiles à d'autres, qui cherchent à s'inspirer des histoires de ceux qui les ont vécues. As-tu remarqué à quel point il est difficile de connaître la vie de tes ancêtres parce qu'on ne dispose pas de leurs récits? Lorsque tu as besoin de connaître le récit de ta vie, de nombreuses pages sont vierges. Car on considère que ce que l'on vit n'est pas important, alors que peut-être. Pour ceux qui viendront après nous, les histoires, les rebondissements et leurs dénouements seront les clés du commencement de l'ère. Que nous recommandes-tu alors? Que petit à petit, et sans crainte, tu écrives ton histoire, tes débuts, tes conflits et tes résolutions. Que tu racontes tes exploits, tes prouesses, aussi minimes soient-ils. Tout le monde a quelque chose à raconter, et il y a toujours quelqu'un qui cherche à écouter cette histoire. Plante un arbre, écris un livre, aie un enfant. Les 3 choses que tout le monde devrait faire avant de mourir. Un arbre laissera à ta place tout l'oxygène que tu as consommé au cours de ta vie, en guise de paiement à la vie, lui rendant ce que tu lui as appris pour pouvoir vivre. Avoir un enfant pourrait à son tour réaliser et couronner un projet de vie. Et bien sûr, écris un livre, même si cela te prend des années, même s'il ne compte que 30 pages ou des milliers. Écris ton histoire, ou écris l'histoire qui naît de la tienne. Laisse une trace, car la littérature est la manière dont nous marquons les pas qui inspirent les autres. Écrire un livre a toujours été ce que j'ai considéré comme mon grand héritage. C'est pourquoi j'ai donné ce nom à tout ce que j'ai commencé à écrire en racontant ma vie. Et tu continueras ainsi. Abandonne-toi à l'éternité à travers les lignes qui décrivent ton chemin, à travers le temps et l'espace. Je suis l'écrivain de ma propre histoire, l'acteur de ma propre pièce. L'écriture est la peinture de la voix. Voltaire.